À toutes et à tous, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. L'hôpital général de référence Jason Sendwe de Lubumbashi dans le Haut-Katanga a été totalement rénové dans le cadre du programme d'urgence du président de la République. Cette formation médicale a été visitée par le couple présidentiel peu avant de quitter la capitale cuprifère. On en parle dans ce reportage de Pierre Kibambeso Moïsa. L'hôpital général de référence Jason Sendwe redevient une fierté de la province du Haut-Katanga au terme de grands travaux de rénovation entrepris dans le cadre du programme d'urgence du président de la République. Ce lundi 2 mai 2022, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, est venue s'enquérir des travaux réalisés dans le but de doter le Haut-Katanga d'un hôpital général disposant d'installations modernes pouvant accueillir les patients dans de bonnes conditions d'hygiène et de confort. Le président de la République a été salué par le gouverneur Jacques Kaboula Katoué à l'hôpital général Jason Sendwe, où on a noté la présence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo. Grâce au programme de 100 jours, l'hôpital général de référence Jason Sendwe, d'une capacité de 200 lits, a connu des travaux de rénovation en profondeur pour un coût global de 23 millions de dollars américains. Le couple présidentiel a visité le 4e étage du bâtiment doté d'un bloc opératoire et d'une salle spacieuse de réanimation et de soins intensifs équipée du matériel ultra moderne. Les travaux consistaient à réhabiliter et à équiper l'hôpital. Et dans la réhabilitation, nous avons commencé par tout le bâtiment. Tout le bâtiment, il fallait réhabiliter pratiquement tout le bâtiment et ensuite refaire à l'intérieur les urgences, les soins intensifs. Il y a la partie avec les chambres d'hospitalisation que nous avons tout refait et remis à neuf. Et à côté de cela, nous avons équipé tout cela. Par exemple, les soins intensifs avec du matériel vraiment très prêt à être utilisé et d'une bonne, vraiment, je dirais, de la nouvelle génération. Et à côté de cela, il y a aussi les soins intensifs qui sont là aussi pour aider tous ceux qui peuvent venir dans les cas, n'importe quel cas. Et je vous dirais aussi, à côté de cela, nous avons aussi mis, il y a une baignoire pour les brûlés. Et là, vous allez le retrouver seulement ici à Sendwe. Sous les ovations du personnel soignant, en l'occurrence les infirmiers et des visiteurs, le couple présidentiel n'a pas quitté l'hôpital Sendwe sans avoir visité les malades logés dans des installations provisoires en attendant d'occuper leur nouveau bâtiment moderne. Un autre chantier ouvert à Lubumbashi par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et dont les travaux s'exécutent à pas de géant, c'est celui du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga en construction. Après l'hôpital général de référence Jason Sendwe, le couple présidentiel a visité les travaux du nouveau siège des élus provinciaux du Haut-Katanga. Vous le savez, hier, mardi 3 mai, le monde a célébré la journée internationale de la liberté de la presse. Et ici, à Kinshasa, l'UNPC, le GED et le SENSA ont organisé une journée de réflexion à laquelle a pris part plusieurs partenaires et le ministre de la Communication et Médias, représentant personnel du Premier ministre, a rappelé la volonté du président de la République pour une presse libre et démocratique. On en parle dans ce reportage. Le thème du journalisme sous l'emprise du numérique, la journée internationale de la liberté de la presse a été célébrée d'une manière faste en présence de quelques personnalités ainsi que ces chevaliers de la plume, du micro et de la caméra.
tout en rappelant le travail abattu avant, pendant et après les états généraux de la communication et médias, ainsi que la présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la réussite de ces grands rendez-vous. Le ministre de la communication et médias a également parlé du combat du chef de l'État pour une presse libre. Comme vous avez pu le constater, depuis mon arrivée à la tête de ce ministère, la volonté politique de promouvoir une presse de qualité, une presse forte et digne, est portée au plus haut niveau par le président de la République, chef de l'État, qui l'a démontré à l'occasion de sa double participation à nos États généraux. Le porte-parole du gouvernement a également rappelé aux journalistes de jouer leur partition dans cette marche vers une autre presse congolaise. La presse en soi, c'est d'abord toute une grande fonction. J'appelle ici les journalistes, notamment de Kinshasa, à observer le règlement de notre profession. Et d'une autre part, des lois de la République que nous devons respecter parce que n'oubliez pas qu'au-delà du fait d'être journaliste, nous sommes des citoyens congolais à part entière. Si pour l'ambassadeur américain, la journée de la liberté de presse est une occasion de commémorer ceux qui ont perdu leur vie dans l'exercice de ces métiers, la représentation de l'UNESCO estime que le journaliste constitue un bien commun qu'il faut défendre. Cette liberté devrait être encadrée. Deux panels et échanges ont clôturé cette célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Merci. Et à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a dénoncé les attaques systématiques et des propos frisant l'injure à l'endroit du chef de l'État. Je voudrais ici dénoncer avec la dernière énergie les dérapages constatés il y a quelques jours avec des attaques systématiques et des propos frisant l'injure à l'endroit du président de la République, chef de l'État. Aucune liberté ne devrait s'exercer sans respecter la liberté des autres. J'invite de ce fait les organisations professionnelles et toutes celles qui défendent la promotion de la liberté de la presse à condamner avec moi ces comportements récidivistes et tout autre acte qui dépasse les limites de l'exercice de la profession. C'est aussi cela notre responsabilité. Et puis cette question, quelles sont les innovations de la loi sur la révision de la loi électorale? Edith Chala nous en parle dans ce reportage. Le débat général sur la révision de la loi électorale est clos. Jugée recevable par la plénière de l'Assemblée nationale, la proposition de loi portant révision de la loi électorale est à présent à la commission politique, administrative et juridique pour le toilettage. Alors que les prochaines échéances électorales approchent à grands pas, il y a lieu d'évoquer des grandes innovations contenues dans le cadre légal du jeu électoral à venir. Elles portent essentiellement sur la transparence des opérations de vote, au mode de scrutin et à la certification des résultats. Si le fameux seuil a été supprimé, il est pourtant remplacé par la condition de candidater à au moins 60% des sièges à pourvoir pour que la liste soit recevable par la CENI. La proportionnelle cède la place au scrutin majoritaire simple et les élections sénatoriales et des gouverneurs requérant un parrainage. Le népotisme qui bat son plein avec le candidat et ses suppléants, issus d'une même famille, est passé par les mailles du filet. Les familles dont les membres se succèdent aux fonctions d'État, parfois même du père au fils, entre frères, du mari à la femme, ont encore des beaux jours devant elles, aux grandes dames des électeurs. Les innovations sont nombreuses, mais elles ont encore du chemin à parcourir avec le consensus attendu des voix dissonantes pour des élections démocratiques, transparentes et apaisées. Au-delà des attentes, la DGI a dépassé ses assignations budgétaires pour le mois d'avril, plus d'1 milliard de dollars pour le mois d'avril. C'est un chiffre hallucinant, jamais atteint, nous dit Cédric Keninambo. Il y a toujours un souci pour le gouvernement de la République, selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de soulager le panier de la ménagère, frappée depuis par la Covid-19 et aujourd'hui la crise russo-ukrainienne. La commission tarifaire en session extraordinaire, ouverte ce 3 mai 2022, va se pencher entre autres sur la mise en œuvre de la TVA sociale de 8% en faveur des produits de grande consommation. Cette session va également analyser les requêtes des opérateurs économiques. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, parle de la portée de cette session. Les membres de la commission vont débattre, entre autres, des positions tarifaires idoines correspondantes aux produits visés par la TVA sociale,
ainsi que des mesures de leur correction, sachant que l'objectif ultime est d'améliorer la compétitivité globale de notre économie. Quels sont ces produits? La directrice générale de la DGDA, Jeanne-Blandine Kawanda Walouom, fait la déclinaison, pose le préambule. Le gouvernement de la République, à l'issue des concertations avec le secteur privé, avait pris un certain nombre de mesures visant à induire une baisse substantielle des prix des produits de première nécessité en vue d'améliorer le pouvoir d'achat du consommateur final au niveau national. Les chachards congelés, les poissons salés, les viandes et abats des animaux de l'espèce bovine, les viandes et abats des animaux de l'espèce porcine, les viandes et abats comestibles des volailles, le riz, le sucre, le lait en poudre, les eaux conditionnées pour la table, le sel iodé, les savons de ménage et les allumettes. En référence à la nomenclature du système harmonisé de codification et désignation des marchandises en vigueur, il a été constaté des distorsions entre les codes tarifaires et les denrées concernées. C'est à corriger. Nous sommes plutôt allés vite en besogne. Les produits de première nécessité vont connaître une baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 8%. La commission tarifaire ouverte par le ministre des Finances Nicolas Kazadi travaille sur la mise en œuvre de la TVA sociale. C'était le reportage de Ricky Nzouzi Loya. Je vous le disais, au-delà des attentes, la DGI a dépassé ses assignations budgétaires pour le mois d'avril, plus d'1 milliard de dollars pour le mois d'avril, un chiffre hallucinant, nous dit Cédric Kenina. Un chiffre record, historiquement élevé, 3 000 milliards de francs congolais, l'équivalent de 1,5 milliard de dollars américains mobilisés pour le seul mois d'avril par la Direction générale des impôts, dépassant ainsi les prévisions budgétaires. Cette performance porte un nom, Barnabé Mouakadi, directeur général de cette régie financière, l'un des adeptes de la dynamique positive imprimée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Lorsque le directeur général des impôts, Barnabé Mouakadi, a pris ses fonctions, il a mis sa stratégie en place, une stratégie qui est normalement orientée vers la modernisation de l'administration fiscale, c'est-à-dire faire de la direction générale des impôts une administration performante. Alors, qu'est-ce qui explique cette performance? Les chefs de division communication et documentation, Jean Mouteba Kassendoué, évoque les plans stratégiques de l'équipe dirigeante de la DGI. Lorsque j'insiste en disant que la vision ou le plan d'action de la haute direction repose sur la modernisation de l'administration fiscale, c'est-à-dire c'est une administration fiscale qui travaille toujours en direction de l'accroissement des recettes, et pour y arriver, on ne va pas augmenter les taux des impositions, mais pour y arriver, il faut travailler en direction de l'élargissement de l'assiette fiscale. Ces chiffres étonnants du mois d'avril représentent en somme les triples des recettes réalisées l'année dernière à la même période. Et puis, le président de la CENI a animé un cadre de concertation. C'était hier, mardi 3 avril. Au cours de cette rencontre, Denis Kadima s'est livré à un exercice de questions-réponses autour des questions électorales de l'heure. Aux dernières heures de son séjour dans la ville de Guadolite et dans la province du Nord-Ubangi, le président de la Commission électorale nationale indépendante a réuni autour de lui les parties prenantes et toutes les couches sociales de la population. Soucieux de se faire accompagner et les faire participer tous au processus électoral, Denis Kadima Kazadi a échangé avec eux pour éclairer la lanterne de la population de ce coin du territoire au cours du cadre de concertation qui a été organisé en présence des autorités politico-militaires, notamment le gouverneur de la province, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux, le maire de la ville également, les autorités ecclésiastiques et les représentants de la société civile, des partis politiques et autres organisations non gouvernementales. D'entrée de jeu, le numéro 1 de la centrale électorale a exprimé ses vifs remerciements à l'Assemblée et circonscrit les contours de l'activité du jour, peu avant de dresser l'état de lieu du processus électoral depuis l'installation du bureau jusqu'aux opérations en cours, en lien avec l'actualisation de la cartographie opérationnelle. Il est important que chaque fois qu'il y a une occasion de faire
que nous puissions vous rencontrer pour vous écouter et poser des actes qui répondent à vos attentes. Un cadre de concertation, nous nous concertons. Vous avez des soucis, vous nous en parlez, et nous, on essaie de répondre. Son intervention a suscité un vrai débat à cœur ouvert, des questions d'une part et des réponses de l'autre, et Denis Kadima Kazadi y a porté la lumière sur leurs préoccupations. La satisfaction pouvait se lire sur les visages visiblement enchantés, comme le témoigne le président des organisations de la société civile du Nord-Ubangi, Taylor Taïma. Nous sommes très satisfaits et nous sommes honorés de sa présence et ce qu'il nous a dit, ça nous a touchés et puis on a fait des échanges qui sont fructueux. En toute convivialité, l'activité s'est clôturée par un cocktail. Ainsi, le président de la centrale électorale et toute sa délégation pouvaient regagner Kinshasa. Le Fonds monétaire international veut accompagner la République démocratique du Congo dans la réforme de l'administration publique. Il a affirmé de travailler sur le projet principal de cette réforme. Nadine Kilochon. Je voudrais vous souhaiter au nom du gouvernement bienvenue à Kinshasa. Les avancées réalisées dans le cadre de la réforme amorcée pour la modernisation de l'administration publique, la mise à la retraite digne des agents publics de l'État, le rajeunissement de l'administration publique et la dématérialisation des services publics de l'État, sous le leadership du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, sous la coordination du premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont suscité l'attention des partenaires multilatéraux, notamment le Fonds monétaire international, dont la délégation conduite par la représentante résidente, Madame Gabrielle Léos, a conféré le lundi 2 mai 2022 avec le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liaou, dans son cabinet de travail. À l'issue de ces échanges, le FMI a salué les avancées réalisées et a affirmé la volonté d'accompagner le processus déjà entamé. Nous avons une discussion très productive avec son excellent le vice-ministre de la fonction publique pour parler des plans de réforme des ministères, pour développer une administration publique efficace et très effective et aussi pour rationaliser la masse salariale. Il y a un plan de réforme très important dans les prochaines années et ça permettra bien sûr de faciliter la provision et améliorer la provision des services publics. Nous devions des partenaires avec les autorités dans les efforts de réforme. On va travailler bien sûr ensemble sur les projets principaux de réforme. On espère d'avoir des discussions en coopération très positives avec le ministère de la fonction publique pour affiner les réformes que les autorités ont proposées ou iront proposer à l'avenir. Depuis son avènement à la tête de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou s'active pour atteindre l'objectif lui assigné par le chef de l'État, celui de redresser et moderniser l'administration publique afin de permettre aux Congolais d'avoir accès aux services publics de l'État. Vous avez suivi les affirmations de la représentante résidente du FMI en RDC. Définir le mécanisme de financement du Fonds pour la consolidation de la paix en RDC, tel est l'objectif de la mission officielle du ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando Simba, qui vient de participer à New York à l'Assemblée générale convoquée par l'ONU. Peggy Mukunda, reportage. Après sa brillante intervention à New York du haut de la tribune des Nations Unies, le ministre d'État et ministre du Plan, Christian Mwando Simba, est de retour au pays. Pour sa journée de travail du lundi 2 mai 2022, les membres de son cabinet et ceux de l'administration du ministère du Plan lui ont réservé un accueil chaleureux en guise de félicitations et d'encouragement pour sa brillante prestation. Une surprise pour les planificateurs du gouvernement. Le ministre d'État, Christian Mwando Simba, vient de participer à une réunion de haut niveau en assemblée générale convoquée par l'ONU afin de définir les mécanismes de financement du fonds pour la consolidation de la paix dont la RDC est aussi bénéficiaire. Il était question qu'on porte la voix de la RDC, surtout en ce qui concerne le plan pour le désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation qui va être en cours, de manière à ce qu'on puisse donner plus de fonds
à la consolidation de la paix et de manière à ce qu'on rehausse la part de la RDC. Le vote aura lieu en juillet. Nous avons fait le plaidoyer et le plaidoyer a été très bien reçu et notre voix a été entendue. Le ministre d'État, ministre du Plan Christian Mwando Simba Kabulo, a donc fait entendre la voix de la RDC à ce grand rendez-vous qui tombe à pic en ce moment où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'investit pour la pacification du territoire national avec la mise en œuvre du programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et sociale. Au nom du gouvernement congolais, les planificateurs du gouvernement a sollicité auprès des pays contributeurs du Fonds pour la consolidation de la paix l'augmentation de l'enveloppe réservée à la RDC afin de relever les défis de la paix dans les zones en proie aux conflits armés. Traçabilité et consolidation des produits Made in Congo, deux points abordés au cours de l'entretien qu'a eu le ministre du Numérique et le directeur général intérimaire de CEAC. Plus de détails avec Chimay Dondo. Comment procéder sur la traçabilité et l'authentification numérique de produits fabriqués en République démocratique du Congo? Le ministre du Numérique se lance dans le processus du code à barres pour l'identification numérique des produits et informations alphanumériques. Ainsi seront mises à contribution des chiffres correspondant au préfixe entreprise attribué avec référence, entendez partie code produit avec la propriété de la marque commerciale. Le dernier chiffre du code à barres sera une clé de contrôle. La République a besoin de statistiques fiables et la République a besoin que quand on se retrouve à l'extérieur, qu'on soit en mesure de connaître la traçabilité et la provenance de minerais. Nous avons voulu connaître avec la digitalisation comment nous allons pouvoir procéder pour que d'une part les opérateurs économiques se retrouvent dans le fonctionnement de ce qui se fait et d'autre part que le pays se retrouve dans les attentes. Une délégation allemande dont messieurs Balthazar et Peter accompagnés d'autres Congolais est arrivée au ministère du Numérique en vue de partenariat avec le gouvernement congolais. Les Allemands sollicitent l'accompagnement du ministère du Numérique pour l'installation en République démocratique du Congo de la crypto-monnaie dans la digitalisation de la monnaie. Et puis, dans le cadre de l'assainissement des artères principales et de la sécurisation des personnes et de leurs biens, le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Gentini Ngobila, après avoir lancé l'éclairage public, a procédé au lancement de l'opération d'évacuation des épaves à Tchangou, dans la partie est de la capitale. On en parle avec William Tunakov. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, est plus que déterminé à rendre Kinshasa propre et à établir l'ordre sur les places publiques. Lundi 2 mai 2022, le premier citoyen de Kinshasa est descendu dans la commune de Massina pour suivre de près la mise en application de sa recommandation du 17 février 2022 auprès des bourgmestres et commandants des districts sur l'évacuation des épaves des véhicules et des vendeurs le long de la grande artère de la capitale, du marché hindou jusqu'à Liberté, plus de 5 km de marche effectuée par le gouverneur de la ville de Kinshasa qui a fait un constat amer. Sur place, le numéro 1 de Kinshasa a eu à évacuer des véhicules abandonnés le long du boulevard Lumumba du côté de Massina pour les amener directement à la fourrière à la hauteur de la place échangeur des Limété. Pendant l'opération, les services de Kinshasa Bopeto revenaient sur les lieux vidés pour faire les nettoyages afin de rendre salubre le boulevard Lumumba qui est l'entrée principale de la capitale. L'autorité urbaine a promis de revenir pour les suivis. Il a par ailleurs demandé à la population de Massina de respecter les décisions prises par les autorités de la ville et d'être disciplinés. Une unité spéciale de la protection de l'environnement qui est chargée de faire ce travail a été mise en place. Dans un autre chapitre, déterminé à lutter contre l'obscurité sur le boulevard Lumumba justement et le banditisme urbain à Kinshasa, communément appelé Kuluna, le gouverneur Gentini Ngobila a lancé lundi 2 mai 2022 l'opération baptisée Éclairage public pour tous à Tchangou en allumant les lampadaires à la hauteur de saut des moutons de Pascal.
Interpellation du ministre provincial de l'Intérieur en rapport avec la recrudescence de l'insécurité. Tengetelito devra répondre dans 48 heures à cette question orale avec débat. C'était au cours de la plénière présidée par le président Godempoy. Présidée par l'honorable président Godempoy Kadima, la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été consacrée à l'interpellation de Didier Tengetelito, ministre provincial en charge de l'intérieur et sécurité, par l'honorable Arma Ifukieto, auteur de la dite interpellation relative à la recrudescence de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Les élus provinciaux de Kinshasa se sont succédés tour à tour au perchoir de cet organe délibérant pour présenter leurs doléances relatives au secteur sécuritaire de Kinshasa. L'honorable Samika Longi, président de la commission PAG à l'APK, nous en donne la substance. La question orale avec débat adressée au ministre de l'Intérieur et Sécurité par notre collègue Armand, c'était une question très cruciale, une question très pertinente, parce que la ville de Kinshasa s'inquiète, les Kinois se demandent pourquoi nous sommes abandonnés. La population était presque abandonnée. Et nombreux disent que les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ne font absolument rien. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons posé plusieurs questions qui dérangent la population quinoise et nous attendons que les ministres de l'Intérieur et Sécurité de la ville de Kinshasa puissent revenir dans 48 heures pour répondre à toutes nos préoccupations. Et ce sont les préoccupations qui concernent plus la population quinoise. Le ministre Didier Tengetelito devra revenir 48 heures après et répondre aux préoccupations des élus provinciaux de Kinshasa. Et dans la province du Kwilu, les éléments de la police nationale congolaise viennent de saisir un important lot de vivres frais impropres à la consommation. Les auteurs de cet acte qui met en danger la vie de la population sont entre les mains du commissariat d'Idiofa et du parquet qui a ordonné l'incinération de ces vivres avariés. On en parle avec Nicole Sesep-Luka. La police nationale congolaise, commissariat d'Idiofa, a incinéré un important lot de poissons chinchards, communément appelés mpiodi, vendus tard la nuit à la population. Les vendeuses ont été surprises par les éléments de l'ordre. Selon les témoignages des infortunés, cette opération a bénéficié de la complicité d'un avocat. Ce dernier a été interpellé par la police nationale. Le colonel Mungila déplore ces comportements malheureux et invite la population à la franche collaboration avec la police nationale congolaise. Un bon nombre de gens comprennent l'essence de notre action, mais ce qui est vrai, il est tout à fait normal pour ceux qui achètent, qui se lancent dans cette sale besogne. Ils ne seront pas contents de nous. Mais nous demandons à la population de nous aider en dénonçant, en se refusant aussi d'acheter des produits impropres, parce que ça va décourager même les vendeurs à mettre sur le marché ce genre de produits qui ne sont pas de bonne qualité. Et nous n'allons pas inventer des choses. Les lois existent déjà. Nous allons mettre en application toutes les dispositions légales à notre portée pour protéger les hommes, les femmes, les jeunes, disons en gros, la population avec leurs biens. Un mot de la fin, je vous remercie d'avoir été dès le début de l'événement jusqu'à l'incinération de ce que nous avions eu arrêté. Je félicite humblement la RTNC. La chambre froide qui s'est livrée à la vente de ces poissons impropres à la consommation appartient aux établissements Langfol dont le camion transportant ces vivres frais s'était renversé vers le pont Kwango, ce qui a endommagé le bon conditionnement de ces vivres frais. Nous allons terminer avec un élément sur la santé, lancement officiel du pouvoir choisir sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes adolescents, femmes et des personnes vivant avec handicap. C'est le ministre de la Santé publique qui a présidé cette cérémonie en présence de sa collègue en charge de personnes vivant avec handicap.
La RDC bénéficie d'un programme Pouvoir choisir, axé sur la santé sexuelle et reproductive, l'hygiène sanitaire et prévention, ainsi que le genre et plaidoyer. Un programme financé par le Canada et qui sera exécuté par Oxfam RDC pour une durée de 6 ans dans la province de l'Équateur. C'est un projet qui s'insère vraiment en droite ligne dans les priorités du Canada. L'égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles est la meilleure façon de bâtir un monde plus sûr, plus inclusif et plus prospère. Ces projets qui viennent en appui à l'action gouvernementale dans la couverture sanitaire a été lancé par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Le projet Pouvoir choisir vient ainsi renforcer et aider à accélérer la facilitation de l'accessibilité de cette couche de notre population vulnérable aux services humanisés et surtout donner le choix par la bonne information en prohibant toute stigmatisation. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap a salué et réaffirmé sa disponibilité dans l'exécution de ce projet qui inscrit les personnes en situation de handicap. La réalité des activités du présent programme qui vise l'accès des personnes vulnérables dont les personnes avec handicap dans les services sociaux de base tels que l'éducation, la santé, vient renforcer les efforts du gouvernement pour l'inclusion sociale des catégories marginalisées, dont celles des personnes avec handicap. Le programme Pouvoir choisir sera implémenté dans 7 pays, dont 2 pays africains, la RDC et le Ghana. Et c'est par ce que nous mettons un terme à ce journal, un journal réalisé par Pécho Moubenga Yakasongo, Patrick Bapuila et Yannick Yangumba. Madame, monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes en français et dans les 4 langues nationales. 13h30, Bobo Anan Mokondi. Au revoir et à la prochaine.